L'histoire du jour est digne des plus grands films hollywoodiens. C'est d'ailleurs l'une des plus extraordinaires de la chaîne. Découvrez l'histoire de la première femme au monde à avoir été condamnée pour avoir violé un homme. Elle n'a pas hésité à pourchasser sa proie sur plusieurs décennies. Pour ce faire, par exemple, elle avait arrêté ses études pour faire toujours plus de photos de charme afin de payer toujours plus de détectives privés pour localiser ce pauvre mormon, devenu malgré lui l'objet de toutes ses attentions. Aujourd'hui, l'incroyable histoire de Joyce McKinney. YouCrime est une chaîne de faits divers. Nous postons des faits divers inédits et méconnus chaque semaine, alors abonnez-vous. Cette histoire commence en 1976. Joyce McKinney est une belle jeune femme de 26 ans, si belle qu'elle a été élue quelques années auparavant Miss Wyoming. Mais au-delà de ça, elle a une tête bien pleine, puisqu'elle suit des études à l'université de Salt Lake City. Et c'est justement là qu'elle fait la rencontre d'un autre étudiant âgé de 23 ans, un certain Kirk Anderson. C'est un jeune homme discret, il a l'allure du gendre idéal, c'est un jeune homme sérieux et responsable, et il a surtout la particularité d'être mormon, et il n'a qu'un rêve en tête, celui de devenir missionnaire pour porter la bonne parole. Et cela va sans dire, il suit les préceptes de sa religion à la lettre. Alors n'allez surtout pas, par exemple, lui parler d'alcool ou encore de sexe avant le mariage. Et allez savoir pourquoi, même si tout les oppose, lorsque la belle Joyce rencontre Kirk, elle tombe immédiatement et éperdument amoureuse de lui. Elle s'imagine déjà mariée avec des enfants. Alors, pour faire plus ample connaissance, elle s'arrange pour se retrouver seule avec lui dans l'appartement étudiant qu'elle occupe sur le campus, et à peine passe-t-il le pas de la porte que Joyce, peu farouche, lui sort le grand jeu. Regard énamouré, jeu de jambes, frôlage de peau, tout y est. Et il faut le dire, les hommes n'ont pas l'habitude de lui résister. Mais Kirk est à des années-lumière de tout ça. Hors de question de faire quoi que ce soit avec qui que ce soit en dehors du mariage. C'est interdit par sa religion et de toute façon, il n'est pas intéressé. Son cœur et toute son attention sont dirigés vers sa foi. Pas de problème pour Joyce, qui entre deux tentatives de câlin, lui dit qu'il n'a qu'à l'épouser. Mais la seule chose que désire Kirk, c'est sortir de ce pétrin. Alors, sans demander son reste, au fur et à mesure que Joyce s'approche de lui recule jusqu'à prendre ses jambes à son cou et carrément s'enfuir. À ce moment-là, le prude Kirk se croit sorti d'affaire, mais il se trompe lourdement. Ce n'est en réalité que le début d'un calvaire sans fin pour lui. Lui, qui est devenu l'obsession de Joyce. La pauvre femme nage en plein délire, elle est persuadée que Kirk est amoureux d'elle et qu'il n'ose pas aller plus loin à cause de sa fichue religion. Pour elle, il est clair qu'il ne veut pas s'avouer ses sentiments et qu'il se voile la face. De son côté, Joyce le considère déjà comme son fiancé et elle va commencer à le poursuivre aux quatre coins de l'université. Et elle ne ménage pas ses efforts, elle va passer beaucoup de temps à la bibliothèque, à lire des dizaines de livres traitant de psychologie pour essayer de mieux comprendre le problème de Kirk. Et bingo! Au détour d'une lecture, elle trouve ce qu'elle pense être le problème de Kirk. Il souffre probablement d'un complexe de refoulement. C'est un concept psychanalytique développé par Freud, il s'agit d'un mécanisme de défense inconscient contre les pulsions. On y reviendra un peu plus tard. Mais en réalité, Kirk n'a aucun problème, il veut juste qu'on le laisse tranquille. Et alors qu'elle s'apprêtait à pister une énième journée son fiancé imaginaire, surprise, elle découvre qu'il a quitté le campus. Il a fui les lieux sans laisser d'adresse. Joyce est effondrée, elle ne sait ni pourquoi il est parti, ni où il est parti. Elle commence alors à le chercher sans relâche dans toute la région, mais en vain, Kirk est introuvable. Mais il en faut bien plus pour arrêter Joyce McKinney. Qu'à cela ne tienne, elle pousse la porte d'un détective privé. Il n'a qu'une mission, trouver son Kirk adoré. Alors moyennant finance, le détective se met au travail et il ne lui faut que quelques jours pour localiser Kirk. Il vit désormais dans un couvent mormon en Californie. Merveilleuse nouvelle pour Joyce qui se met illico en route direction la Californie. Lorsqu'elle arrive sur les lieux, elle se planque
et guette les entrées et sorties du couvent dans l'espoir d'apercevoir son cher et tendre, et effectivement, en fin de journée, le voilà qui sort du couvent. Joyce est folle de joie. Elle court vers lui, les bras grands ouverts, presque la larme de joie à l'œil, mais lorsque Kirk se rend compte de la scène, il court aussi, mais en sens inverse, et ferme la lourde porte du couvent derrière lui. Ouf, il est sauvé. Joyce a beau hurler qu'elle l'aime, elle a beau pleurer, le supplier, le menacer, rien n'y fait. La porte reste désespérément close. Et la réalité, c'est qu'elle fait peur à Kirk. Et qu'il n'est nullement, encore une fois, intéressé par ses avances. Et d'ailleurs, s'il est parti à la cloche de bois de l'université, c'est à cause d'elle. Mais Joyce, elle, est littéralement aveuglée par l'amour qu'elle lui porte. Et lorsqu'elle n'aperçoit plus Kirk, entrer ou sortir les jours suivants, elle se pose la question, est-ce que Kirk ne se serait pas ré-enfui? Pour en être sûre, Joyce contacte à nouveau son détective privé, qui constate rapidement que Kirk n'est effectivement plus pensionnaire au couvent. Mais si elle cherche à en savoir plus, elle va devoir payer, car ça demande plus de recherche, donc plus de moyens. Mais voilà, les maigres économies de l'étudiante ont fondu comme neige au soleil, elle ne peut pas se payer les services d'un détective privé. Mais qu'à cela ne tienne, à chaque problème sa solution, alors Joyce décide d'abandonner ses études et de vendre ses charmes pour pouvoir payer les frais à venir. Modèle photo, actrice de films pas très catholique, masseuse plus, tout y passe pourvu que ça rapporte. Et effectivement, ça rapporte. Alors le détective peut se remettre au travail. Et à l'été 1977, Kirk est enfin localisé. Il est dans un couvent mormon à Londres. C'est cette fois un océan qui les sépare, mais l'amour n'a ni limite, ni frontières, et Joyce va mettre en place un plan des plus machiavéliques pour que Kirk ouvre les yeux sur l'amour passionnel qu'il lui porte, mais qu'il n'ose pas s'avouer. Et voilà ce qu'elle prévoit de faire. Elle veut louer une maison isolée, kidnapper Kirk et l'y retenir prisonnier. Et cerise sur le gâteau, elle compte l'obliger à avoir des relations intimes avec elle. C'est de cette façon qu'elle pense régler les problèmes de refoulement de Kirk. Mais vous l'aurez compris, Kirk ne refoule rien. C'est Joyce qui est malade. Elle souffre d'érotomanie, lorsqu'une personne est convaincue à tort d'être aimée. Alors pour pouvoir mener à bien son plan, elle demande l'aide d'un ancien amant, Keith May, âgé de 24 ans au moment des faits. Et si Joyce l'a choisi, ce n'est pas pour rien, Keith est ceinture noire de karaté. Peu de temps après, Joyce et Keith débarquent à Londres. Pour passer inaperçue, Joyce s'est affublée d'une perruque brune et de grosses lunettes noires. Elle a commencé par l'étape 1 de son plan, à savoir louer un endroit isolé. C'est désormais chose faite avec ce petit chalet perdu dans la nature dans le comté de Devon. Puis, avec son ancien amant Keith, elle se rend au couvent où se trouve Kirk et demande à voir, je cite, le frère Anderson, sous prétexte de faire une enquête sur les Mormons. Kirk Anderson arrive, sourire aux lèvres, se demandant bien qui sont cette femme et cet homme qui cherchent à le voir, et au fur et à mesure qu'il se rapproche, son sourire disparaît peu à peu, il réalise que celle qui se tient en face d'elle n'est autre que son pire cauchemar, Joyce. Mais à peine a-t-il eu le temps de réaliser les choses que Keith, du haut de son 1m90, se jette sur lui et lui applique un tissu imbibé de chloroforme, puis le traîne jusqu'à la voiture de location avant de lui bander les yeux. Et personne n'a encore eu le temps de réaliser ce qu'il vient de se passer que la voiture est déjà loin. Lorsque Kirk se réveille, il est menotté à un lit, et voilà que bientôt son pire cauchemar pointe le bout de son nez. C'est Joyce. Elle est terriblement heureuse. Elle lui explique qu'il a des problèmes de refoulement, que de ce fait il est sexuellement bloqué, mais qu'il n'a pas à s'inquiéter puisqu'elle va régler le problème. Mais ce n'est pas tout, elle le prévient qu'elle ne le libérera que lorsqu'il la demandera en mariage. Alors, sans mauvais jeu de mots, voilà Kirk dans de beaux draps. Que peut-il faire? Rien. Ce sont 3 jours de supplice qui l'attend. Un supplice pour le moins peu courant. Joyce a enfilé des cuissardes de cuir, une guêpière digne des plus grands films pas très catholiques, et elle va 3 jours durant faire tout son possible pour titiller Kirk. Caresses, gâteries en tout genre, jusqu'au jour où Joyce enfourche le pauvre Kirk. Si tout ce petit manège aurait réjoui la plupart des hommes en ce bas monde, pas Kirk. C'est
hautement traumatisant pour lui, sans compter que Joyce lui a arraché son bien le plus précieux, sa virginité. Au bout du 3e jour d'activités coquines diverses, Kirk baisse les bras. Oui, il va l'épouser, il lui jure de l'épouser. Joyce est ravie qu'il ait enfin recouvré la raison, alors elle le détache. Mais à peine a-t-elle eu le dos tourné que Kirk, vêtu d'un seul bas de pyjama, s'enfuit à toute vitesse de ce qu'il considère être l'antichambre des enfers. Il court se réfugier dans le commissariat le plus proche et sans hésiter, il dépose plainte contre Joyce pour viol, une grande première en Angleterre. Rapidement, Joyce est arrêtée, avec son complice, Kiss, qui plus est, et les médias se régalent. Une affaire comme celle-ci, c'est du jamais vu. L'actualité politique est lourde, alors les Anglais voient en cette affaire pourtant tragique quelque chose de léger, voire d'amusant. Un homme victime, il ne doit pas être si victime que ça. Et puis, quelle affaire ? Est-ce qu'il faut en rire? Est-ce qu'il faut en pleurer? Beaucoup ont du mal à considérer le pauvre Kirk comme une véritable victime. Quant à Joyce, elle explique, à qui veut bien l'entendre, policier, avocat, juge, journaliste, et j'en passe, que Kirk est sincèrement amoureux d'elle, et qu'il agit ainsi parce qu'il a juste peur d'être excommunié. Mais c'est loin d'être la réalité. Kirk a déclaré aux enquêteurs, je cite, « Je ne voulais pas que cela se produise. J'étais extrêmement déprimé et bouleversé après avoir été forcé à avoir ces relations intimes. » Mais encore une fois, c'est un tout autre son de cloche du côté de Joyce. Elle crie son innocence et arrive à son audience d'incarcération avec un mot griffonné sur un papier qu'elle brandit aux journalistes. Il y a marqué dessus « Kirk est parti avec moi volontairement ». Elle affirme lors de cette audience que lorsque Kirk et elle se sont rencontrés, ils sont sortis ensemble quelque temps. Elle déclare que Kirk, qui était amoureux d'elle, a voulu l'épouser, mais que son église mormone, vu que Joyce n'était pas mormone, a désapprouvé la relation. Elle ajoute même que l'église aurait fait au pauvre Kirk un lavage de cerveau, le baladant d'une église à une autre, et c'est pour le sauver qu'elle est partie avec Kiss le chercher en Angleterre. Elle explique aussi que c'est volontairement que Kirk est monté dans sa voiture et tout aussi volontairement qu'ils se sont ensuite livrés à des activités charnelles. Joyce précise qu'au début, il était impuissant, qu'ils ont dû tout interrompre pour chanter une prière, et ce n'est qu'après qu'elle les ligotait de manière, je cite, consensuelle, qu'il a pu surmonter ses réserves religieuses. Pour elle, toutes ces accusations graves n'ont aucun sens. Après tout, abuser d'un homme, elle ne savait même pas que c'était possible. Elle a déclaré que ce serait, je cite, comme essayer de mettre de la guimauve dans un parc-mètre. Et cette affaire hors norme pose un problème de droit, ou plutôt un problème d'absence de loi. C'est la loi de 1956 à l'époque qui s'applique en matière d'infraction sexuelle, et en raison des genres des protagonistes, la victime est un homme et le bourreau la femme, il n'y a pas aux yeux de la loi de viol, puisque ça n'existe pas. Tout au plus, un attentat à la pudeur. Quoi qu'il en soit, après 3 mois de préventive, Kiss et Joyce sont relâchés sous caution dans l'attente de leur procès. Et comme l'affaire a fait grand bruit, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, Joyce et Kiss décident de prendre la poudre d'escampette le 12 avril 1978 pour rejoindre le Canada afin de fuir toute cette attention médiatique. Or, ils n'ont pas le droit de quitter le territoire anglais. Joyce sera d'ailleurs condamnée le mois suivant par contumace à 1 an de prison. Mais les autorités britanniques ne demanderont jamais l'extradition ni de Joyce, ni de Kiss, et avec le temps, l'affaire est tombée dans l'oubli. Au Canada, Kiss et Joyce vont vivre quelques mois ensemble, et chose particulièrement bizarre, pour mieux se fondre dans la masse, ils vont avoir la drôle d'idée de se faire passer pour un couple d'artistes sourds et muets. Mais Joyce reviendra rapidement sur le sol américain, c'est à la mort de sa grand-mère qui lui avait légué une petite maison perdue dans la nature, une aubaine pour la jeune femme. Kirk, quant à lui, a été très fragilisé par cette expérience, et 5 ans plus tard, en 1982, il a même décidé de quitter les ordres pour finalement épouser une femme avec qui il a emménagé à Salt Lake City et avec qui il a eu des enfants. Il a même été embauché par une société de transport aérien, persuadé que cette sordide affaire était enfin derrière lui. Mais, encore une fois, c'est mal connaître Joyce, puisqu'à peine 2 ans plus tard, en juin 84, alors que Kirk
quitte son travail, il tombe nez à nez sur une femme. C'est Joyce. Comblée de bonheur, Joyce court vers celui qu'elle appelle encore son fiancé et Kirk, lui, va courir, mais encore et toujours en sens inverse. Le pauvre homme est terrifié. Et pour courir plus vite, il lâche tout, son manteau, sa sacoche, son chapeau et il fonce, tel un coureur olympique, vers le commissariat le plus proche. C'est un vrai cauchemar pour Kirk. Il explique ce qui lui est arrivé plusieurs années en arrière et supplie les officiers de le protéger et d'enfin mettre un terme à ce calvaire qui n'en finit plus. S'il avait été une femme, et Joyce un homme, il aurait été écouté. Mais il est vrai que dans ce cas, les policiers sont étonnés, perplexes, d'autant plus que la Joyce, elle est jolie. Ma décision est prise de l'arrêter sur le champ, et de toute évidence, Joyce était sur le point de récidiver, puisque dans son coffre, il y avait une corde et des menottes. Mais Joyce crie qu'elle est innocente. Selon elle, c'est un malencontreux hasard. Il se fait qu'elle se rendait justement à l'aéroport sans savoir une seule seconde que Kirk y travaillait. Mais les policiers prennent-ils vraiment cette affaire au sérieux? Pas sûr. Après tout, beaucoup d'entre eux auraient aimé vivre le calvaire de Kirk et être pourchassés par une délicieuse jeune femme. Alors seulement quelques heures plus tard, malgré la gravité des faits, Joyce est relâchée. Et cette fois, elle semble avoir compris la leçon puisqu'elle va disparaître des écrans radars et rester à l'écart de tout problème. Kirk, de son côté, ne se sentant plus en sécurité, va déménager et même quitter son emploi manu militari pour se cacher ailleurs, comme il le fait inlassablement depuis tant d'années. Et même dans un film hollywoodien, les choses, avouons-le, se seraient arrêtées là. Mais, encore une fois, c'est mal connaître Joyce, puisque 2 ans plus tard, en 1986, elle va une nouvelle fois tenter d'enlever Kirk. Et là, c'en est juste trop pour Kirk. De toute façon, tout le monde se fiche de sa détresse. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est un homme et que son prédateur est une femme. Alors non, c'en est trop. Il décide, cette fois, de frapper aux portes de tous les médias. Et ce qui est un fait divers, racoleur vieux d'une dizaine d'années, va revenir sur le devant de la scène. Et effectivement, outre les moqueries, Kirk va réussir à attirer l'attention du pays tout entier et un mandat d'arrêt va enfin être émis contre Joyce. Mais Joyce est maline. Elle sait se faire oublier quand il le faut, alors elle prend la poudre d'escampette. L'histoire tombe à nouveau peu à peu dans l'oubli. Mais il est trop tard pour Kirk. Il va toute sa vie se cacher, et ça a eu un impact terrible sur sa famille. Le pauvre homme a divorcé et a habité un temps chez son frère et sa belle-sœur, dans les environs toujours de Salt Lake City, où il dirigeait une agence de voyage. Il refuse désormais de s'étaler sur l'affaire, et a admis toujours vivre dans la peur d'une énième tentative de kidnapping. Selon lui, personne ne l'a pris au sérieux des années durant, il veut désormais qu'on le laisse vivre sa vie tranquille et reste discret sur ce qu'il fait et où il vit. Quant à Kiss, le co-conspirateur, il est mort assez jeune, en 2004, il n'avait pas encore 50 ans, mais impossible de connaître les causes, on n'a rien trouvé sur Internet. Quant à notre irréductible Joyce, elle a vécu à la cinquantaine dans une petite bourgade du côté d'Atlanta. Et si vous lui demandez quel souvenir elle garde de ces 3 jours de rééducation, elle vous dira que tout le monde s'était bien amusé. De toute évidence, elle n'a toujours pas réalisé le caractère illicite de ses actions, et si vous pensez une seconde qu'elle a oublié Kirk, eh bien non. Elle avait en pleine messe, simulant de réciter des extraits de la Bible, elle avait pris la parole et s'était mise à hurler sans que quiconque ne lui demande quoi que ce soit. « J'aime Kirk de toute mon âme, et je sais que lui aussi m'aime comme un fou. » Rongée par l'arthrose, elle se déplace désormais en fauteuil roulant. Elle a vécu à Newland, dans les montagnes de l'ouest de la Caroline du Nord, mais plus récemment, elle a été aperçue à Los Angeles, du côté de San Fernando. La pauvre était devenue sans domicile fixe. Elle fera à nouveau la une des journaux. C'était en 2008. Elle devenait alors la première propriétaire de chiots clonés. Elle avait fait cloner dans un laboratoire de Séoul son animal de compagnie bien-aimé, un petit chien Booger. Et il n'a pas fallu longtemps aux journalistes pour faire le lien entre cette dame, première propriétaire de chiens clonés, et la fameuse Joyce McKinney. Mais plus dramatique encore, en 2019, elle s'est retrouvée impliquée dans un délit de fuite.
le 16 juin 2019 vers 5h40 du matin, alors qu'un vieil homme de 91 ans promenait son chien, il a été percuté sur un passage piéton par une camionnette blanche dans le quartier de Valley Village à North Hollywood. Et l'étude des caméras de vidéosurveillance a mené les enquêteurs tout droit vers une femme sans abri non identifiée impliquée dans plusieurs voies de fait. Et cette femme est en réalité Joyce. Elle vivait alors dans son véhicule avec ses 3 chiens. Joyce attend désormais son procès et risque jusqu'à 11 ans de prison, mais dans le cadre de cette affaire, elle a fait l'objet d'une évaluation psychiatrique et le 11 juillet 2019, elle a été envoyée à la division de la Cour de Los Angeles pour les défendeurs mentalement incompétents. Et elle a été redirigée vers le Metropolitan State Hospital à Norwalk. En février 2020, un juge a une fois de plus établi qu'elle n'était a priori pas mentalement apte à subir un procès. Sa prochaine audience était prévue en août 2020 et ayant été moult fois repoussée, l'affaire devrait aboutir dans les prochains mois. Voilà. Sachez que nous avons trouvé cette formidable histoire dans le hors-série du Nouveau Détective de cet été. Il est peut-être toujours en librairie, je vous le conseille, vraiment, je l'ai personnellement adoré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En espérant que cette histoire vous a plu, merci à tous pour vos messages concernant notre absence récente. Ça nous a fait chaud au cœur, n'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram YouCrimeSisters, à nous soutenir sur notre page Tipeee. Quant à moi les amis, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire.